Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Vous nous suivez dans les quatre coins de la RDC, mais également à travers le monde. En tout cas, merci de votre fidélité. Ce soir, nous sommes là pour un rendez-vous d'actualité sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, au Sud Kivu. Il faut savoir qu'une attaque coordonnée par la coalition des combattants du M23 AFC a été repoussée samedi 10 janvier par les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC dans le village de Katongo, un village situé dans le territoire d'Uvira, au Sud Kivu. Selon le capitaine Sylvain Bijano, porte-parole donc de 33e région militaire, l'attaque lancée à l'aube visait à percer donc les lignes de défense des forces armées de la République démocratique du Congo. Le porte-parole des FARDC a dit ceci, je cite, une attaque a été déjouée à l'aube du samedi 10 janvier 2026. Le M23 AFC soutenu par le Rwanda a mené donc des attaques sporadiques contre les positions des FARDC, notamment dans la localité de Katongo. L'objectif était donc de franchir nos lignes de défense pour poursuivre donc l'offensive vers d'autres localités. Cependant, donc les léopards bien préparés et en alerte opposaient une résistance disons féroce, contraignant donc les assaillants à abattre donc à retraite jusqu'aux abords de la ville d'Uvira, a précisé donc le capitaine Bijano sur les Volcan News. Chers téléspectateurs, donc le porte-parole a également rapporté que la coalition de combattants M23 AFC s'était renforcée tout au long donc de la journée du vendredi 9 janvier avec l'arrivée donc de plusieurs camions transportant des hommes et des munitions. J'ai dit ceci, nous avons observé l'arrivée donc des 19 camions Fuso chargés de combattants et des munitions à provenance de Bukavu. Leur objectif était de renforcer leur présence et de mener de nouvelles incursions contre les positions loyalistes, particulièrement à Katongo et à Kivovo, a-t-il indiqué. Chers téléspectateurs, de partout à travers la République démocratique du Congo, mais également à travers donc la diaspora, il faut savoir que de plus, le porte-parole militaire a précisé que le renseignement militaire avait en tout cas permis de localiser ces renforts et d'anticiper donc l'attaque. Et il a dit ceci, leur objectif était clair: envahir davantage des zones stratégiques. Nous sommes cependant déterminés à récupérer toutes les zones occupées par la coalition rwandaise et le M23. La République démocratique du Congo restera une et indivisible, a souligné le capitaine Bijano. Il a indiqué également que la prochaine étape pour nos forces est la reconquête donc de la localité sous occupation rwandaise, notamment Uvira, Kamanyola, Nyangezi, Bukavu, Goma, Ruchuru jusqu'à Bunagana, a-t-il donc ajouté. Et il faut savoir que l'intensification des affrontements dans la région du Kivu continue de nourrir les tensions entre la RDC et le Rwanda, exacerbant donc ici la crise humanitaire dans cette zone de l'est du pays. Que Fridolin Ambongo s'est entretenu avec la télévision catholique KTO sur la situation sécuritaire alarmante à République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre cet entretien. Venons-en, Éminence, à la situation de votre pays, la RDC, avec cette violence quasiment, on peut le dire, une situation de guerre dans l'est du pays, avec le rôle des milices, mais aussi le rôle du voisin rwandais, notamment, peut-être d'autres voisins. Vous déploriez encore il y a quelques jours qu'au plan international, le peuple de RDC soit abandonné à son sort. Oui, et je le redis encore. Quand je vois le sort de mon pays, le sort de mon peuple, je pense tout de suite à l'expérience de cet homme arrêté par des bandits, tabassé, roué de coups
et abandonnés au bord de la route. Et tout le monde passe à côté, mais on le regarde et puis on tourne le regard, jusqu'à ce que ce soit un Samaritain qui est venu à son aide. Donc la RDC est aujourd'hui dans cette situation-là, mais la cause principale, c'est ce que j'avais dit, je vois sur deux plans. Premièrement, il y a une cause interne, ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance de la part de Congolais eux-mêmes. Parce qu'on peut se demander pourquoi cela n'arrive qu'au Congo et pas ailleurs. La remise en question par nous-mêmes de notre manière de gérer notre pays. Et malheureusement, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que l'homme congolais, la personne humaine congolaise, n'a jamais été au cœur des préoccupations de nos dirigeants. Tous ceux qui arrivent au pouvoir mettent l'accent tout de suite sur leur intérêt personnel, privé, l'intérêt de leur groupe. Et l'intérêt de la population, ça ne les intéresse pas. Ça, c'est la première responsabilité, je trouve, c'est la cause principale de tous les malheurs du Congo. L'irresponsabilité du peuple congolais, particulièrement de ses dirigeants. Mais l'autre raison, l'autre cause, c'est une sorte de combinaison d'intérêts économiques, des grandes compagnies pétrolières, forestières, minières, qui veulent opérer au Congo, mais en se servant parfois des pays voisins. D'où toute la colère actuelle au Congo vis-à-vis du Rwanda. Si je prends la province du Katanga, l'essentiel des mines du Katanga sont aujourd'hui entre les mains des Chinois, parce que l'Occident, à un certain moment, s'est retiré au nom de ce qu'on a appelé à l'époque l'afro-pessimisme. L'Occident s'est retiré. Mais les Chinois sont venus, ils ont tout pris. Pour eux, ça ne les intéresse pas si les conditions humaines, les conditions politiques, ça, ils ne s'intéressent pas à ça. Seulement prendre le minerai et partir avec. D'ailleurs, ils viennent même avec des Chinois qui travaillent dans les mines. L'est du pays, qui n'est pas tout à fait entre les mains des Chinois, c'est devenu aujourd'hui une zone qui n'est contrôlée par personne. C'est comme un trou noir. Et ce trou noir, ce désordre, est entretenu. Parce que c'est là qu'il y a beaucoup de minerais qu'on appelle minerais stratégiques. Alors, nous étions vraiment choqués de voir que l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda sur le minerai stratégique qui se trouve au Congo. Et là, ça a beaucoup choqué au Congo. Même si derrière cet accord, il y avait la volonté de veiller à la traçabilité de ces minerais, etc. Mais la perception du point de vue du Congo, c'était comme si l'Occident veut créer le désordre à l'Est et en profiter pour exploiter les minerais stratégiques en partant du Rwanda. Avec évidemment, peut-être certains y trouvent leur intérêt dans tout cela, mais la majorité de la population, elle en est victime de toute cette violence. Et on a des récits, des violences qui s'exercent sur le territoire qui sont absolument terribles. Je voudrais vous faire réagir sur un point particulier d'actualité, Éminence. Le gouvernement congolais vient d'annoncer que la peine de mort sera de nouveau appliquée dans le pays. Pour les traîtres, il y avait un moratoire depuis 2003. La peine de mort existe au Congo, mais elle n'était plus appliquée. Donc on peut être condamné, mais la sentence n'est pas exécutée. Désormais, le gouvernement dit « nous allons tuer les traîtres ». Quelle est votre réaction ? C'est un pas en arrière. Je ne trouve pas qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à
à considérer comme des traîtres, parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges, c'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue de traître pour des règlements des comptes sur le plan politique. On vous reproche parfois, Éminence, la force de votre parole, y compris sur la question politique, y compris au moment des élections. Certains trouvent que vous vous mêlez trop du débat politique. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Je dis toujours l'Église catholique, et surtout le cardinal, n'est pas neutre. Et Jésus-Christ n'était pas neutre. Sur cette question-là, la classe politique aurait aimé voir l'Église catholique ou le cardinal du Congo garder une attitude de neutralité par rapport à leurs actions. Mais si l'Église catholique arrive à ça, c'est que l'Église a pris position pour le puissant contre le petit. Or, nous avons levé l'option d'accompagner notre peuple dans sa quête d'un peu plus de dignité. Et naturellement, notre prise de parole, notre prise de position agace ceux qui font souffrir le peuple. Lorsqu'il y a eu le synode pour l'Afrique, puis l'exhortation finale de ce synode signé par Benoît XVI, Africae Munus, il était écrit que le chemin pour l'Afrique et la participation de l'Église était au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Est-ce que c'est encore aujourd'hui l'essentiel, l'axe principal dans lequel l'Église doit s'avancer? C'est le travail que l'Église fait en Afrique, de façon générale. Malheureusement, les conflits sont un peu partout et des fois, vous ne savez pas par où commencer. Dans certains pays, l'Église catholique est une minorité, de telle sorte que son poids social est à peine remarquable. Mais au niveau de l'Afrique centrale, l'Afrique du Grand Lac, c'est aussi dans cette partie d'Afrique qu'il y a un grand taux de concentration des catholiques. Le Congo, le Rwanda, le Burundi, c'est là qu'il y a plus de catholiques. Mais c'est aussi là qu'il y a de gros défis. Et notre travail actuellement au niveau du continent, c'est de démontrer que là où les politiques se déchirent entre eux, font la guerre entre eux, nous, comme Église, nous continuons à nous fréquenter, à nous parler entre nous, et nous essayons de travailler pour aider le peuple à se parler. Parce que très souvent on dit le problème de l'Afrique, c'est du tribalisme, l'ethnocentrisme, etc. Mais en réalité, il n'y a pas de conflit entre le peuple. Ce sont les politiques qui créent des problèmes et le peuple paie seulement le prix. Alors notre travail en termes de recherche, de convivialité entre les différents peuples d'Afrique, c'est d'aider ces peuples à se parler, à se fréquenter, ce qui finit par développer des liens de confiance mutuelle. Et là où on se fait confiance, on ne se bat pas. Éminence, on arrive au terme de cet entretien. On se rencontre dans les derniers jours du carême. Nous allons bientôt vivre la Semaine Sainte, la montée vers Pâques. Que voudriez-vous dire à ceux qui nous regardent en Afrique ou ailleurs pour vivre pleinement ce temps? Le carême est essentiellement un temps de conversion. Mais je ne peux parler de conversion que si j'ai pris conscience que je suis sur le mauvais chemin et je retourne sur le droit chemin. Si nous regardons la réalité de notre monde aujourd'hui, la vérité c'est que le monde est devenu dangereux pour l'être humain. Chers téléspectateurs, nous mettons un point final sur ces actualités sécuritaires à République démocratique du Congo. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.